Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Block Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, je vais te parler de 4 sujets différents. Enfin, 3 plus 1. Donc, je m'explique. On va parler de comment baisser sa taxe foncière. On va parler un peu d'actualité IMO. On va parler d'augmenter son intelligence financière. Donc ça, ce sont les 3 sujets principaux et une petite question en fin de podcast. Mais avant, comme d'habitude, si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier. Donc je vis uniquement de mes biens immo. Je ne fais pas de location courte durée, voilà, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est plutôt la location longue durée, aussi bien en nu qu'en meublé. Donc je fais vraiment du 20-80. Je ne fais pas non plus de colocation. Donc si tu veux me poser tes questions, n'hésite pas à me les envoyer sur mon Insta et j'y répondrai avec un très grand plaisir. Voilà. Ah, et je ne suis pas un formateur, voilà, je n'ai rien à te vendre. Le fait de répondre à des questions et de faire des podcasts pour suivre l'actualité me permet personnellement de rester à jour. Bien, maintenant que les présentations sont terminées, nous allons pouvoir parler un peu de comment diminuer ta taxe foncière. Alors au cas où tu ne serais pas au courant, oui, il est possible d'aller au centre des impôts et de diminuer ta taxe foncière. Alors c'est quelque chose que je connaissais déjà depuis quelques années, mais que je n'avais jamais fait avant, là, il y a quelques mois. Donc, pour baisser ta taxe foncière, il faut que tu aies un changement significatif, donc changement de destination ou des travaux suite à une démolition, qui fasse que ton bien ne doit plus être imposé à la valeur précédente. Donc j'ai fait ça du coup sur 3 biens, enfin sur 2 biens, sachant que le premier, ce n'était pas moi qui l'ai fait, c'était les anciens propriétaires juste avant que j'achète. Mais ensuite, donc tu n'es peut-être pas sans savoir si tu écoutes mes podcasts que j'ai acheté pas mal d'immeubles cette année. Et cette année, il y a eu pas mal de changements dans les immeubles suite à des travaux. Donc il y a le premier immeuble que j'ai acheté qui faisait en gros local commercial au rez-de-chaussée. Et à l'étage, la personne qui avait le local commercial utilisait les 2 étages au-dessus comme stock. En gros, c'était un magasin de vêtements et les stocks étaient au premier et au deuxième étage. Deuxième immeuble sur lequel je voulais baisser la taxe foncière, c'était un immeuble qui possédait 12 appartements que j'ai racheté et aujourd'hui il n'y a plus que 6 appartements. En gros, les studios ont été transformés en T2. Voilà, pour la faire courte. Donc, il y a eu des travaux assez importants qui ont été faits sur cet immeuble, mais j'en reviens juste après. Pour commencer, le premier immeuble où j'ai souhaité baisser ma taxe foncière, il y avait donc, comme je te le disais, un local commercial au rez-de-chaussée, mais si tu souhaitais aller aux étages supérieurs, il fallait passer par le local commercial. Donc juste après avoir acheté, la personne a arrêté son bail, elle partait à la retraite, donc j'étais au courant au moment de l'achat. Et donc, je savais qu'un local commercial qui s'en va, qui est transformé en appartement, ça vaut beaucoup moins au niveau de la valeur locative. Donc moi, ça tombait bien parce que mon but était de faire des appartements au premier et au deuxième étage. Donc pour ce faire, le local commercial n'a pas vraiment été démoli, mais il n'existe plus parce que au rez-de-chaussée, je l'ai transformé en gros en couloir et en KGB. Donc les locataires du premier et deuxième étage ont leur KGB au rez-de-chaussée et du coup le reste du local commercial c'est juste un très grand couloir pour accéder à un escalier qui se trouve tout au fond de l'immeuble qui ensuite dessert les appartements au-dessus. Donc une fois les travaux terminés, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu ailles voir, pour du coup diminuer ta taxe foncière, le service des impôts de ta région et tu as 2 feuilles différentes à remplir. La première, tu dois déclarer les nouveaux appartements que tu as fait, mais du coup pour moi aux étages supérieurs. Donc ça en gros c'est un CERFA, c'est le H2, pardon. Donc H et le chiffre 2. Donc cette déclaration, tu la trouves, il te la donne du coup gratuitement au service des impôts.
mais tu peux sûrement la trouver sur internet si tu ne veux pas t'embêter. Donc c'est une feuille toute verte, tu ne peux pas la louper. Et donc cette déclaration, tu dois juste mettre la situation du local, donc en gros son adresse, le nombre d'étages, et ensuite par appartement, tu dois remplir une déclaration. Donc tu dois désigner qui est le propriétaire. Donc nous par exemple c'est une société, donc j'ai mis la société. Ensuite pour l'occupation au niveau de la nature, tu mets juste que c'est une location. Tu dois mettre la date d'achèvement des travaux, mais attention, si tu n'as pas terminé les travaux, tu ne peux pas rendre ce formulaire H2. Si moi par exemple je sais que les travaux se terminent d'ici septembre, actuellement, je n'ai pas encore le droit de le déposer. Bon, la personne m'a dit, si vous arrivez à la peinture, évidemment, s'il y a déjà la cuisine et la salle de bain de poser, qu'il pourrait être loué en l'état, c'est pas la peinture qui t'empêche de le louer, tu peux déposer le dossier un peu en avance. Bien, donc jusqu'ici, tu vas me dire, ok, c'est bien, tu as déclaré 2 nouveaux appartements, mais il y a un local au rez-de-chaussée. Donc, s'il y a un local, ta taxe foncière ne va faire que augmenter. Alors oui, ça, en effet, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a un autre formulaire que tu dois remplir qui s'appelle le formulaire IL. Donc I comme India, L comme Lima, IL. Et là c'est pour attester en gros que tu as démoli le local commercial. En gros que tu n'as plus de local commercial parce que les taxes foncières sur un local commercial sont beaucoup plus élevées que sur des appartements. Alors que tu veuilles baisser ta taxe foncière ou pas, dans tous les cas, tu es obligé de le déclarer. Alors, je précise, même si tu n'as pas déclaré en mairie, imaginons ton permis comme quoi il n'y a plus de local commercial au rez-de-chaussée, eux, les impôts de ta région, ils s'en foutent de savoir si c'était accepté ou pas. Ils voient si ton permis a été déposé ou pas. Moi, dans mon cas, le permis n'a pas été déposé, mais il y a une petite spécificité dont je vais te parler juste après. Donc bref, les impôts voient qu'il n'y a pas de permis, mais que actuellement il n'y a plus de local commercial, donc ils le prennent automatiquement en compte. Peu importe en fait ta situation, que tu aies déposé ou pas ce permis, à partir du moment où il n'y en a plus, ils vont le marquer et c'est ça qui fait que ta taxe foncière baisse littéralement. Alors comment est-ce que je sais si elle a baissé étant donné que je n'ai pas été encore imposé? Pour tout te dire, j'ai un ami qui travaille là-dedans, qui m'a donné accès aux simulations des taxes foncières. Donc Xavier, je te dis un petit bonjour et je sais que tu vas écouter ce podcast. En gros, mon ami qui est là-dedans, qui est au service des impôts, m'a fait une simulation et m'a dit que j'avais une légère baisse de taxes foncières, même si j'avais 2 appartements supplémentaires et un local commercial en moins. Voilà. Donc pour faire bref, là il m'a fallu remplir le formulaire IL et le formulaire H2. H2 pour tous les appartements qui sont actuellement dans le bâtiment et IL pour le changement de destination ou pour attester en gros que tu as quelque chose qui a été démoli, en gros que le local commercial n'existe plus. Dans mon cas, il s'agissait de la case démolition ou vente partielle que j'ai dû remplir. Alors la petite spécificité dont je te parlais tout à l'heure, c'est que moi dans la ville où je suis, tout ce qui se trouve en rez-de-chaussée, étant donné que je suis en centre-ville, tu n'as pas le droit de détruire les locaux commerciaux. Voilà, c'est tous les bâtiments, c'est comme ça. Dans la plupart des villes, c'est ce que la mairie va t'obliger à faire, c'est de ne pas sortir le local commercial. Mais moi, la petite spécificité que j'ai, c'est que je n'ai pas vraiment démoli le local commercial pour le transformer en habitation. C'est juste qu'il ne sera plus loué. Donc ce que je fais, c'est que à l'avant du local, il y a toujours la vitrine. Il y a juste un trompe-l'œil devant. Et le local commercial était trop étroit trop étroit. C'est qu'il n'y avait pas moyen de monter aux étages et d'accéder aux appartements sans passer par le local du rez-de-chaussée. Donc évidemment, je ne pouvais pas louer à un commerçant avec des gens qui allaient rentrer jusqu'à son arrière-boutique pour après monter aux étages. C'était littéralement impossible. Donc j'en ai parlé à la mairie, donc officiellement il n'y a pas vraiment de changement de destination, mais il n'y a plus de local commercial. Donc je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça. On est, on va dire, entre deux eaux, donc la mairie me l'a accepté, mais juste par voie orale au téléphone, ils m'ont dit bon, ben ok, ben allez-y, faites ça, parce que de toute façon il manque tellement d'appartements que
le fait que je rajoute 2 appartements ou alors que je laisse le local commercial non loué, ils préfèrent évidemment avoir des logements à l'étage et que moi je garde la façade et le trompe-l'œil, on va dire. Bien, donc ça c'était pour le premier immeuble et pour le deuxième immeuble, les 12 appartements qui se sont transformés en 6 appartements. Là, c'était un peu différent parce que les travaux étaient faits avant que j'achète, mais je n'étais pas sûr que les gens avaient vraiment attesté au niveau, enfin qu'ils avaient déclaré ça. C'est le genre de truc que tu peux oublier, surtout quand tu es un débutant, tu ne sais pas qu'il faut déclarer chaque nouveau appartement, chaque nouvelle construction ou nouvel étage que tu fais. Les gens ont tendance forcément à ne pas vouloir le faire étant donné qu'ils savent qu'ils vont payer plus d'impôts. Donc, bref, pour savoir si ça avait été fait, la première chose que tu dois faire, tu te rends soit en mairie, soit aux impôts de ta ville. Donc, ça dépend où c'est que ça se trouve dans ta ville. Moi, ça se trouve au niveau de la mairie. Et tu demandes le relevé cadastral. Donc, tu vas soit au cadastre, soit à la mairie, ou alors c'est peut-être au même endroit. Et tu demandes du coup le relevé de l'immeuble en fait. Et c'est là que j'ai pu attester qu'en fait il y avait bel et bien tous les appartements qui avaient été transformés du coup en 6 locaux et non pas en 12 comme auparavant. Donc j'ai quand même j'ai quand même rempli les feuilles H2, mais au lieu de les donner au service d'impôt de ma région, je les ai donnés à mon pote qui travaille dans le service, bon ce n'est pas dans la même région, et qui a pu me faire la simulation. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est que, écoute, la déclaration a déjà été faite, donc tu n'as pas besoin de la faire. Si tu souhaites la faire, s'il y a des corrections, tu peux la faire, mais sache que suite à la simulation que je viens d'effectuer, tu paieras plus de taxes foncières. Donc en fait j'étais perdant sur toute la ligne, je faisais de la paperasse et j'allais payer plus que ce que je paye actuellement. Donc évidemment, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je ne l'ai pas déposé, puis de toute façon les déclarations ont déjà été faites, donc je ne suis pas hors la loi. Évidemment, si ça n'avait pas été fait, j'aurais dû faire les déclarations par la suite. Après, juste pour ton information, avant, apparemment, les taxes foncières dans les années 70, elles étaient calculées tout simplement avec le nombre de salles de bain, le nombre de fenêtres qu'il y avait sur ton bâtiment, et c'est à peu près comme ça, en gros, qu'on faisait les taxes foncières. On va dire que c'était un peu au doigt mouillé, on a l'impression. Maintenant, c'est plus par rapport à la surface de ton bâtiment, donc à chaque étage, plus les éléments de confort qui sont autour de toi. Donc les éléments de confort, ça peut être, est-ce que tu as un arrêt de bus, une gare, est-ce que c'est une grande ville? En fait, plus tu as d'éléments de confort proches de ton immeuble ou de ton appartement, plus la taxe foncière sera élevée. Voilà. Sinon, après, tu as un autre élément qui peut t'aider à descendre, voire à ne plus du tout avoir de taxe foncière. Bon, c'est une astuce assez connue. Tu fais installer une antenne par un opérateur téléphonique style Orange, Bouygues ou SFR. Enfin, Bouygues ne le fait pas, c'est Orange qui sous-loue à Bouygues. Mais bon, bref. Tu fais installer ce type d'antenne sur le toit de ton immeuble et donc c'est cette antenne qui paiera tout le foncier de ton bien. Donc ça je l'ai déjà vu sur de grands bâtiments, centre-ville, très haut. Mais bon, avant d'en arriver là, je pense que tu as le temps et puis si tu n'as pas déjà l'antenne et que tu décides de la mettre plus tard, tes locataires risquent de faire un recours contre toi ou de déménager et de ne pas être content, sachant qu'une antenne, tu dois quand même prévenir les gens que tu la mettras en place. Et si tu as des personnes qui sont sensibles aux ondes radio et tout ça, comme la 5G, ce genre de choses, il y a moyen que tu ne puisses pas la déposer. Et pour finir, dernière astuce, sinon tu peux installer des panneaux publicitaires qui te paieront une partie de la taxe foncière. Après, c'est pas forcément grand-chose. Nous, je vois sur un bâtiment, on gagne 500 € à l'année et on a 4000 € de taxes foncières qui devraient augmenter cette année. Donc autant te dire que ça paye pas grand-chose la taxe foncière, mais bon, 500 € en plus, bon, on prend quand même, évidemment. En conclusion, pour cette partie sur la taxe foncière, donc si tu as un local commercial qui n'est plus utilisé ou tu as changé de destination, je te conseille vivement d'aller le déclarer aux impôts, comme quoi dans la case de démolition ou vente partielle, c'est la même case pour les deux, pour leur dire que tu ne l'utilises plus, que la destination a changé, ça te fera payer moins d'impôts. Évidemment, il vaut mieux déclarer un appartement qu'un local commercial,
Mais quand tu remplis les documents, après, je te conseille d'aller voir directement un agent, directement sur place. Eux, ils pourront te conseiller sur la marche à suivre pour savoir si tu as bien rempli les documents. Même eux préfèrent avoir le propriétaire en direct parce que souvent, il y a une case qui est mal cochée ou il y a quelque chose qui est un peu mal fait. Et l'agent, lui, il voit pas ton bâtiment. Tout ce qu'il voit, en fait, c'est les feuilles. Donc, si tu peux lui expliquer, ce sera beaucoup plus utile. C'est comme moi pour la mairie et mon histoire de permis que je n'ai pas déposé. À la mairie, je leur ai téléphoné pour leur dire que je n'avais pas le choix. C'était le seul moyen pour avoir le droit de faire des appartements au-dessus. Enfin, avoir le droit pour que je puisse faire en sorte à ce que les gens aient accès aux appartements. J'étais obligé de transformer le local en couloir et évidemment, ils l'ont très bien compris. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé faire. Donc voilà, les petites astuces pour baisser ta taxe foncière, mais bon, ne rêve pas trop, rien que cette année on a une augmentation de 7,2% qui est prévue rien qu'au niveau national, sans compter les augmentations que les mairies ont le droit de faire. Bon alors moi personnellement ça va, je m'en sors plutôt bien parce que j'ai l'un de mes biens où la taxe foncière a baissé, mais bon, ça on va dire que c'est un peu plus rare, enfin elle a baissé. Le maire avec qui je dînais l'autre jour m'a dit non, nous on est la seule commune qui avons baissé la taxe foncière, mais étant donné que l'État, lui, l'a augmenté, ben en fait on n'a pas trop vu le changement, on a eu juste une légère augmentation. Bien, maintenant que la partie sur la taxe foncière est terminée, je vais rapidement te parler de l'actualité IMO, parce que bon, il n'y a pas grand-chose, enfin le peu qu'il y a n'est pas forcément intéressant, donc je vais te parler de l'EPBD. Alors l'EPBD, si tu ne connais pas, c'est au niveau européen, c'est European, pardon, Performance of Building Directive. Donc en gros, le but, c'est d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Alors nous, avec la loi climat et résilience en France, on a déjà commencé. Il faut que tu saches que nous, par rapport à l'Europe, la France, on est très en avance sur toutes les questions écologiques. En fait, on est vraiment genre numéro un. En fait, on est un peu précurseur. Mais ce qui est... en gros, pour, pour faire bref, la France, c'est le laboratoire de l'Europe. Voilà. Donc en fait, nous on fait genre, on est les premiers élèves, les premiers de la classe, c'est bien, on a 20 sur 20 à toutes les notes. Le problème c'est que l'impact au final est complètement désastreux. La conclusion de tout ça, les Européens, en gros, tous les Européens disent ok, bon mais vous êtes en avance et vous, votre impact, ben, il est complètement désastreux. Vous avez moins de logements, les gens n'ont pas d'argent pour faire les travaux. Et le PBD, pardon, est pire que les DPE que nous avons actuellement, parce que actuellement, il n'y a que les propriétaires bailleurs qui sont concernés. Avec la nouvelle loi européenne, eux, en gros, ils souhaitaient faire en sorte à ce que ça s'applique aussi pour ta résidence principale. Et si tu ne fais pas les travaux, tu aurais en gros, il y a des pénalités financières qui ont été évoquées. Donc, est-ce que ce sera des impôts ou autre? Je ne sais pas. Ou directement une amende. Donc, en gros, on te dit que même chez toi, tu n'as plus le droit de faire ce que tu souhaites. Alors déjà que la France, rien que sur les propriétaires bailleurs, c'est une catastrophe, il n'y a plus de logements sur le marché. Là en gros ils te disent que sur ta résidence principale au niveau européen, ils souhaitent faire ça. Et en gros c'est-à-dire que tu n'aurais plus le droit de te loger toi-même. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Évidemment pour moi cette loi ne passera jamais, surtout au niveau européen. Je pense que tu as beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup moins idiots que la France à ce niveau-là. Et je pense aussi qu'ils font bien exprès de laisser la France en avance, laisser faire les choses. Comme ça, en fait, ils auraient comme ça des antécédents sur comment est-ce que le marché va se comporter. Donc bon, étant donné que nous, c'est désastreux, on n'a plus de logement, on n'a plus rien, faire ça, mais de façon pire que sur les loyers, faire ça aussi pour ta résidence principale, je pense que ça ne passera pas. Voilà. Donc voilà, c'était la petite actualité IMO du jour. Donc bon, comme d'habitude, hein, ne pas trop s'inquiéter là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons 37 impôts et taxes sur l'immobilier. Donc bon, 37 impôts juste concernant l'immobilier, j'avoue que ça fait quand même beaucoup. Sachant que tu pourrais en faire genre 4 ou 5, la même chose pour tout le monde, ce serait largement suffisant, hein. Je pense qu'on est l'un des rares pays qui met des taxes partout.
mais plein de petites taxes cachées, mais bon. Voilà, c'était la petite info du jour, je tenais à te le dire. Ensuite, je passe du coq à l'âne, mais juste pour info, il y a 67% des dossiers de location qui sont falsifiés. Donc moi, je m'en suis un peu rendu compte sur le marché, surtout qu'en ce moment, j'en ai pas mal qui tournent. Et 67% des dossiers sont falsifiés ou alors ils ne disent pas toute la vérité. Moi, je voyais des gens qui me donnaient les dernières fiches de paie, mais pas exactement les dernières, du dernier job ou un truc comme ça, pour essayer d'enrober les choses. Mais bon, c'est de bonne guerre. Apparemment, le plus grand nombre de dossiers falsifiés serait du côté d'Île-de-France. Nous, dans la campagne, on serait un peu moins touchés, mais bon. Donc, juste pour te dire que les documents que l'on te donne, il faut que tu les vérifies. Et pour les vérifier, tu as plusieurs choses. Tu peux les comparer par rapport à l'impôt sur le revenu. Après, tu me dis, ah oui, mais attends, l'impôt sur le revenu, peut-être que, en fait, là aussi, c'est peut-être un faux. Mais tu peux ça le vérifier sur Internet. Tu vas, comme si tu allais ouvrir, en gros, tu allais sur ton impôt à toi sur le revenu, tu tapes le numéro fiscal qui se trouve en haut de la feuille, en haut à gauche dans le petit encadré, et du coup, tu peux voir si le résultat, si la feuille d'impôt est réelle ou pas. En tapant ces numéros, tu peux savoir si c'est le vrai dernier impôt sur le revenu, si les chiffres ne sont pas pipés, et ça te permet de voir que, en fait, cette personne t'a donné la vraie feuille. Sinon, ça m'est moi personnellement déjà arrivé de devoir appeler l'employeur directement. Sur les fiches de paie, il y a son numéro de téléphone parfois. Et un jour, j'ai eu un énorme doute sur un couple, un candidat locataire. Et les fiches qu'il m'avait données et tout, enfin, il y a quelque chose que je comprenais pas vraiment. Et du coup, j'ai décidé d'appeler directement l'employeur et tout ça, de commencer à chercher. Je sais que l'employeur, après, lui en a parlé, lui a dit que je les avais appelés. Et comme par hasard, quand ils ont vu que je ne les avais pas encore choisis, mais que je devais faire des vérifications, je les avais prévenus que j'allais faire plein de vérifications, et que s'il y avait quelque chose, je le trouverais. Et bizarrement, après avoir appelé l'employeur, ils m'ont téléphoné en me disant que finalement l'appartement était peut-être un peu trop cher pour eux, qu'ils n'allaient pas le prendre, enfin voilà. Donc enfin après tu peux arriver à le voir sur les gens, enfin quand c'est toi qui gères tes biens et que c'est toi qui les vérifies, tu peux vite voir à la façon de parler, au comportement, qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Alors parfois c'est peut-être pas quelque chose de très grave, mais moi en tout cas ça me permet des fois d'éliminer, ils s'auto-éliminent, les gens me disent ah non finalement je le prendrai pas ou comme ça. Et en fait tu sais très bien qu'ils sont toujours à la recherche d'appartements, mais ils comptent pas forcément payer. Voilà. Bien, donc pour conclure sur cette partie, en gros, le PBD n'est pas prêt d'arriver sur toute l'Europe, hein. L'Europe s'est rendu compte que ça a été la loi climat-résilience un désastre en France, mais bon, ils vont continuer à mon avis de l'utiliser comme un laboratoire, donc les verts, ben, c'est pas encore, hein, c'est pas d'ici demain. Et ensuite, ben, fais attention, recrudescence des documents falsifiés pour tes candidats locataires. Donc voilà, fais attention à toi et puis sinon tu fais gérer tes biens par une agence. Enfin, je dis ça, mais bon, dit-il le mec qui a fait un podcast sur je passe au tribunal face à mon locataire qui a été choisi par une agence. Mais bon, d'ailleurs, je vais te maintenir au courant. Avant d'aller plus loin, pour information, j'ai la même agence qui m'a contacté et qui m'a proposé un nouveau locataire pour du coup l'ancien Tacos. Et le nouveau, devine qu'est-ce qu'il voulait faire? Des tacos. Donc bon, évidemment, j'ai refusé une fois, pas deux. Donc même si la personne est beaucoup mieux, elle est très bien et tout ça, j'ai quand même une réputation. Hein, j'ai déjà, je pense, assez bien emmerdé les voisins autour. Donc si je leur remets encore un tacos juste après avoir fermé l'ancien, ils vont m'en vouloir. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Je te tiens au courant et il est possible que j'ai d'autres infos plus tard, mais bon, je te les donnerai dans les prochains podcasts. Bien, donc pour l'actualité IMO, c'est terminé. Maintenant, j'ai envie de te parler de travailler ton intelligence financière.
Alors, j'ai parlé de ça parce que là récemment, il fallait que je retrouve un peu plus d'argent que prévu. Pour te la faire courte, en gros, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, un rendez-vous avec mon experte comptable. Et mon experte comptable m'a annoncé que j'ai un rappel d'impôt que je n'ai pas payé l'année dernière suite à mon augmentation de revenus. Parce que, étant donné que mes revenus augmentent d'année en année, il faut que je paye des impôts. Mais si l'impôt sur l'année précédente n'était pas assez élevé, eh bien, il me rattrape. Et du coup, c'est cette année. Alors, bon, c'est pas mirobolant, mais bon, j'ai même 4000 euros d'URSSAF d'impayés, du coup. Et donc, quand mon experte comptable m'a dit que j'avais 4000 balles à payer, je leur dis, mais c'est quoi ça? C'est une base imposable? Elle fait, non, non, ça c'est l'argent définitif que vous devez, que vous n'avez pas encore payé de l'année dernière du coup. Donc 4000 balles, quand tu les as pas prévues, ben, c'est emmerdant, je dois t'avouer. Alors c'est pas que j'ai pas l'argent, mais c'est que ça, dans mes plans, bon, c'était pas du tout prévu. Et ça tombait pile poil parce que je commençais là, ces dernières semaines, à terminer mes biens, à les mettre en location. Donc là, pour te dire, il me reste plus qu'un immeuble à terminer. Dans l'immeuble, il ne me reste plus que 2 appartements. On est vraiment sur la fin. Tout roule tout seul. Et du jour au lendemain, je me suis trouvé à, ben, par exemple, faire 4 états des lieux dans la même journée, gérer 2 immeubles entiers à faire tous les allers-retours, devoir en meubler certains, acheter les fournitures, louer le camion pour tout amener. Et du jour au lendemain, je me retrouve à plus rien faire et avoir ces 4000 balles à payer. Donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pouvais strictement ne rien faire et me dire, bon, ben, de toute façon, les loyers paieront mon petit URSSAF. Je ne sais pas encore combien d'impôts sur le revenu je vais avoir, mon impôt personnel, mais bon, je sais que bon, il va être plus salé que l'année dernière. Et en bref, je me suis retrouvé du jour au lendemain à ne plus rien à faire et me dire, bon, ben là j'ai du temps libre, j'ai des impôts supplémentaires à payer, qu'est-ce que je fais? Et moi, il y a un truc qui me tue, c'est l'ennui. Et je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. Si mon cerveau n'est pas nourri par quelque chose très vite, en fait, je m'ennuie. Et étant donné que je m'ennuie très vite, je me suis dit, ok, bon, ben, j'ai une idée, je vais essayer d'augmenter mon intelligence financière. Alors, c'est quelque chose que généralement les gens font en prenant des cours, mais je me suis dit, cette fois-ci, vu que j'ai du temps libre, je vais faire ça sur le terrain. Avant, j'étais à l'armée, donc je n'avais aucune possibilité de le faire. Enfin, si je faisais 2, 3 trucs, je vendais un peu de matériel. Mais là, étant donné que j'étais complètement libre, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai commencé du coup à faire 2, 3 petits jobs. Alors des 3 petits jobs, c'était vraiment pas grand-chose, pas très mirobolant. C'était juste que, bon, étant donné que j'ai une société, c'est un bel avantage, je peux facturer déjà des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une semaine, j'ai bossé pour 200 balles pour un pote en gros, qui est intermittent du spectacle, donc il avait besoin de bras, de synchroniser en gros des personnes. Donc, 2 jours de boulot, 200 euros. Bon, je me suis dit, bon, ben, c'est plutôt pas mal. Et une semaine où j'étais nourri, logé dans un hôtel, je sais plus, 3 ou 4 étoiles, enfin vraiment un truc vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, j'ai pu faire des états des lieux. Donc, j'ai une copine où c'est son boulot. Bon, là, ça m'est vraiment tombé dessus. En gros, 1 heure de boulot, payer 55 euros, autant te dire que je le fais. Donc, pareil, facturé avec ma société. Et étant donné que c'est dans la société, ben, bon, ben, ça bouge pas, ça grossit ma société. Je me sers pas de l'argent parce que j'en ai pas vraiment besoin. Donc, ça reste à l'intérieur. Et puis, bon, après, j'ai plein de charges. Enfin bref, ensuite des ventes sur le bon coin. Ensuite j'ai vendu à ces mêmes personnes le fait de déménager. Les gens qui m'achetaient du coup mes affaires. Donc je les vendais vraiment pour pas grand chose. À côté de ça, étant donné que j'avais accès à un camion, ben, je les aidais à déménager. Donc pareil, 30 euros pour 1 heure de boulot. Autant te dire que c'est rentable. Et ensuite, je me suis dit, je suis assez curieux, je me demande si je suis quelqu'un d'embauchable.
Et figure-toi que dans l'heure, j'ai téléchargé la première application de job que j'ai trouvée. J'ai regardé dans chauffeur-livreur, donc au cas où tu n'étais pas au courant, avant ça, quand j'étais à l'armée, je pilotais les blindés, j'étais aussi chauffeur poids lourd. J'ai fait ça pendant 11 ans, donc j'ai quand même de l'expérience là-dedans. En quelques minutes, je lis 10 annonces différentes de chauffeurs qui sont vraiment très proches de chez moi. Donc je restreins vraiment le truc autour de chez moi. Je ne veux pas de chauffeur poids lourd. Je voulais vraiment un truc très simple, chauffeur avec un véhicule léger. Véhicule léger, c'est une voiture. Et là, je tombe sur une annonce qui est vraiment à 20 minutes de chez moi, des gens qui cherchent des personnes pour livrer des fruits et légumes vraiment autour de chez moi. Je vois l'annonce, je découvre que du coup l'entreprise se trouve à 20 minutes de chez moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère l'adresse, j'imprime un petit CV. Je pars voir l'entreprise le lendemain matin, je leur dépose le CV, je leur dis bonjour, c'est pour une candidature spontanée. Je tombe sur la comptable qui ne s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un vienne les voir. Je leur donne ça, je leur dis ok, ben, dès que vous voyez les patrons, vous leur donnez, et puis appelez-moi pour prendre rendez-vous. Quelques heures plus tard, ils m'appellent, ils me disent bon, sur mon CV, j'avais quand même marqué que j'avais une entreprise qui dépassait le million d'euros. J'avais montré enfin, j'avais mis toutes les expériences que j'avais en tant que chauffeur poids lourd. Je leur ai montré que j'avais les 7 permis différents. Donc, eux, pour simplement conduire une voiture, autant te dire que ça les intéressait grandement. Mais là où ils ont tilté, c'est que j'ai mis quand même que j'étais chef d'entreprise, plus deux, trois choses que je faisais à côté. Le patron m'a appelé en me disant, mais monsieur, le boulot, pour commencer, on pourra vous payer seulement au SMIC. Donc il a très vite compris qu'il ne pouvait pas me payer à la valeur que je pouvais fournir, étant donné que chauffeur poids lourd, tu trouves très vite un job entre 1008 et 2002 net. Là, c'était payé au SMIC. Donc, je lui ai dit que j'étais tout à fait au courant de dans quoi je mettais les pieds. Et je lui ai dit très clairement que, franchement, c'était soit je faisais ça, soit je m'ennuyais. Et l'ennui, pour moi, n'est pas une option. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, autant te dire qu'ils étaient très intéressés. On s'est donné rendez-vous le lendemain matin à 9h30 dans son entreprise. Et en moins de 30 minutes, alors je t'avoue, c'est la première fois que je faisais un entretien d'embauche, j'en avais jamais fait de toute ma vie. Et le mec m'a pris de suite, il m'a dit ok, ben, quand est-ce que vous pouvez commencer? Je dis ben, dans une semaine. Le mec était prêt à me prendre dans l'après-midi. J'avais tous les documents, pièces d'identité recto verso, j'ai déjà tout préparé. Donc il voulait me prendre tout de suite. Il m'a demandé pour combien de temps. Moi je leur ai dit bah, écoutez, si vous voulez me prendre que pour une semaine, un mois, 6 mois, c'est comme vous voulez. Le mec il me dit ah, ok, ben, nous on vous prend 6 mois. Est-ce que vous souhaitez faire CDD, CDI, mi-temps? En fait, le mec me proposait n'importe quel, qu'on appelle ça, n'importe quel type de contrat. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment un boulevard. Si tu veux travailler, tu as un boulevard en ce moment en France, c'est un truc de fou. Il m'a fait comprendre qu'en fait, les gens venaient, ils travaillaient genre 6 mois, un an, et ensuite, c'était juste pour recharger leurs aides, et après, ils se barraient 6 mois, un an, sans travailler. Donc j'étais vraiment sur le cul, j'étais pas du tout au courant de à quel point ça se passait comme ça dans les entreprises françaises. Euh, bon, c'est là que je me rends compte qu'en fait l'État ne t'incite pas du tout à travailler. Bah oui, si on te dit ok, ben, la moitié du temps on va te payer au chômage, l'autre moitié ben, tu bosseras et ça rechargera tes aides au chômage, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment le paradis des feignants. Bon, alors je dis pas ça pour dire écoute, t'es feignant si tu fais ça. Le problème, c'est celui qui donne. Pour moi, ce n'est pas celui qui reçoit. Donc, je trouve que ben, c'est très bien. Si la France te donne, eh bien, je te dis, vas-y, prends. Voilà. J'ai rien contre les gens qui prennent. Au contraire, je me dis que le problème ne vient pas d'eux. Tu as d'autres pays, le chômage n'existe pas. Ben, bizarrement, le manque d'emploi n'existe pas non plus. Parce que tu n'as pas autant d'aide qu'en France. Donc, bref, je me suis fait embaucher en quelques minutes. J'ai refusé tout de suite le CDI. Je t'avoue que le mi-temps, ça m'intéresse quand même un peu. Ça peut au moins m'éviter de m'ennuyer.
Au final, je lui ai pris juste un CDD de 1 mois, donc si je ne fais pas de podcast dans les prochains jours, ne t'inquiète pas, c'est juste que ben, je serai aux 35 heures. Bon, me connaissant, apparemment, les heures sup, tu pouvais en faire autant que tu voulais. Si je n'ai rien à faire le soir, si je n'ai pas d'état des lieux ou de choses comme ça, moi je sais que je vais y aller à fond là-dedans. Euh, donc voilà, sachant que les podcasts ce n'est pas ma priorité, ne t'en fais pas, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser. Donc il se peut que ce soit le dernier épisode de la saison 2, à voir. Je t'avoue, là je n'ai aucune visibilité, je commence à travailler là bientôt. Donc tout ça pour dire que en conclusion, je sais que si je travaille à mon compte, j'arrive à me faire du 100 euros à la journée ou alors du 55 euros de l'heure. Bon là c'est un SMIC donc je vais gagner quoi 9 euros de l'heure. Euh, Tu sais très bien que au niveau où j'en suis, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Je vais faire ça quelques mois je pense. Et puis au moins, bon, ben, ça paiera mon URSSAF, hein. Enfin, le peu de temps où je vais travailler, je sais que ça paiera tout juste mon impôt, voire ça ne paiera même pas la totalité de mes impôts. Mais bon, au moins, tant que je ne réinvestis pas, parce que oui, il y a aussi ce côté-là, c'est tant que je n'ai pas de prochain investissement de prévu, je pense que je vais bosser plutôt que rester à rien faire. Rester à rien faire, je ne peux pas. Et sache que à côté de tout ça, avant de trouver ce job et de travailler au lance-pierre avec mes potes ou au boulot qu'on me refilait, j'ai été voir quand même à côté d'autres mi-temps qui ne m'ont pas intéressé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu le rachat d'entreprise, mais pour les entreprises que je vise, il me faut un peu plus d'apport. Et sinon après, j'ai divagué, on va dire, sur Internet. J'ai vu le prêt entre particuliers. Alors franchement, j'ai fait le tour. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Il y a des trucs où tu achètes de l'immobilier sur Internet et tout. Je vois les gens mois par mois sur YouTube qui disent oh mais finalement c'est pas intéressant au bout d'un an. Donc bon puis moi si j'ai pas le contrôle de mon total de mon argent, c'est pour moi pas vraiment de l'achat, c'est comme de l'achat de SCPI, c'est quelque chose que tu fais quand tu as vraiment beaucoup d'argent et là sur internet ce sont des sociétés qui n'ont pas beaucoup d'antécédents. Alors désolé si je la vois un peu enrouée, il faut que je bois un peu d'eau. Voilà, là ça devrait aller mieux. Alors augmenter mon intelligence financière, on va dire que c'est un grand mot, mais au moins pour une fois, au lieu de faire ça en mode démo, j'ai pu faire ça dans la pratique. Je me suis mis dans la peau d'un mec qui avait besoin de cet argent pour manger, donc je me suis dit, ok, à partir de maintenant, tant que je gagne pas d'argent autrement que par mes biens immo, je mange pas. Donc autant te dire que ça m'a motivé à vendre mes biens sur le bon coin, travailler à droite à gauche, proposer mes services de livraison avec les meubles, les trucs comme ça, et du coup de trouver un job. Mais sache que si vraiment tu veux bosser dans un boulot, alors sur plus le boulot que je vais faire, il est vraiment simple. Ça demande vraiment pas beaucoup de compétences. Bon après c'est peut-être parce que je suis chauffeur poids lourd de base que pour moi ça me semble super super facile. Mais sache que si tu veux vraiment travailler et mettre de côté, tu as un boulevard devant toi. Et pour info, l'argent que je vais gagner, je vais le mettre, on va dire, à 90% de côté. Je vais gagner, en gros, je sais que je vais mettre 1000 euros en bourse tous les mois avec cet argent. Enfin, d'abord, je vais payer mon URSSAF. Hein, je vais mettre 4000 euros de côté. Et ensuite, tous les mois, bah, ce sera 1000 euros de côté. 100 balles de côté pour payer mon carburant et le reste pour se faire plaisir, histoire de me dire que je ne fais pas ça pour rien. Voilà, bon après, tout ce qui est mes charges et autres sont déjà payés par l'immobilier à 100%, et même plus, donc de ce côté-là, je suis tranquille. Et avant de conclure là-dessus, donc si toi aussi tu souhaites augmenter ton intelligence financière et essayer de te faire de l'argent à côté, alors évidemment tu gagneras plus d'argent si tu fais un truc à ton compte, c'est une évidence, bon même s'il y a des charges et tout ça au début, quand je vois que je suis payé 55 euros de l'heure quand je bosse à mon compte et là je vais te payer genre 9 euros, sache que je vais te dire quand même, fais attention aux derniers trucs qui brillent, faut pas forcément y aller dessus. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Là en ce moment, on parle beaucoup de l'IA, d'intelligence artificielle et tout ça. Mais à peu près tous les 2 ans, tu as un nouveau truc à la mode qui sort.
Et ce nouveau truc, en fait, c'est là où il y a une sorte d'effet mouton, c'est là où tout le monde va. Donc ça rejoint un peu le podcast, alors pas précédent, mais celui d'encore avant que j'ai fait sur les arnaques. Euh, Moi, de ce que j'ai vu, c'est genre au bout de, je crois que c'était en 2015, où les gens commençaient vraiment à parler de plus en plus d'immobilier. 2015-2016, ça a commencé à arriver. Ensuite, il y a eu les formations en ligne qui sont arrivées de plus en plus, donc tout le monde s'est rué là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu 2017, alors plus fin 2017, début 2018, on a eu les crypto-monnaies, tout le monde s'est rué dessus. Alors moi j'ai eu la chance d'être là juste un peu avant, mais fin 2017, à partir de décembre, je crois que c'est là où ça s'est eu, il y a eu le premier éboulement, on va dire. Ensuite en 2019, on a eu le dropshipping, tout le monde s'est mis au dropshipping du jour au lendemain, puis après hop, ça marchait plus comme par hasard 2 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a eu tout le monde qui s'est mis au trading parce qu'il y a eu le Covid. Tout le monde était chez soi. Donc, les gens, ils ont dit, bon, bah, écoutez, j'ai de l'argent de côté. Et puis, allez, hop, on va se faire du trading. Donc, évidemment, le truc à pas faire. Qu'est-ce qu'on a eu? Du robot de trading juste après. Ouais, les gens se sont mis à avoir des... Enfin, ça, évidemment, c'était une arnaque, hein. Le robot trading qui est arrivé pour tout le monde. En 2021, on a eu la mode des NFT. Et aujourd'hui, 2023, c'est la mode de l'IA. Donc tout ça pour dire que si c'est le dernier truc qui brille, ne va pas forcément là-dedans. Après, si tu penses être précurseur sur le nouveau truc qui va sortir, bon ben vas-y à fond, c'est des précurseurs qui arrivent toujours à gagner plus d'argent que les autres. Mais bon, après, de façon générale, si tu entreprends quelque chose, si tu gagnes pas 10 000 € par mois dans ce domaine-là, ça sert à rien de se diversifier ou d'aller ailleurs, sauf si évidemment tu arrives sur un plafond de verre ou que tu te trouves être bloqué. Bon après, chacun voit midi à sa porte. Chaque personne sont différentes. De toute façon, certaines préférant avoir quelques petits revenus, 1000, 2, 3 000 € parfois, à droite, à gauche, et d'autres comme moi préférant être à fond dans un domaine, aller à fond, genre aller 10 000 € par mois avant d'aller se diversifier pour aller sur autre chose. Et puis bon, dans mon cas, c'est assez particulier parce que pour moi, ma motivation, c'était de tuer mon ennui. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde a. Évidemment, chef d'entreprise, quand tu fais de l'immobilier, le gros avantage, c'est que t'es comme un ovni. Si tu arrives à tout automatiser, eh ben, tu as toujours tes revenus, mais tu as complètement tout ton temps libre. Alors c'est bien, mais bon, ben, j'ai découvert que ne rien faire, personnellement en tout cas, ce n'est pas mon truc. Bon, c'est aussi peut-être parce que je fais que de la location longue durée, je pourrais peut-être faire de la courte durée, mais bon, je n'en ai aucune envie. Bien, nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de ce podcast. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, questions-réponses. Donc là, je n'ai qu'une question à traiter. Je te le rappelle, si tu souhaites me poser tes questions, n'hésite pas à me les poser sur mon Insta. Tu as la description, tu as le lien, je pense, en bio. Si j'ai pas oublié de le mettre cette fois-ci. Euh, donc n'hésite pas à me poser les questions, je te répondrai directement sur Insta et ensuite je pourrai les traiter dans les podcasts avec un peu plus de précision. Là, il s'agit d'une question qui m'est arrivée en direct d'un de mes amis qui s'appelle Julien. Donc Julien, je t'envoie un petit bonjour parce que je sais que tu m'écoutes. Donc je vais t'expliquer la problématique que Julien a eue avec le site Le Bon Coin. Tu as sûrement eu la même. Alors il y a 3 astuces pour pallier à ça. Son problème, c'est que il a un immeuble complet en colocation. Quand il met l'annonce sur colocation, il n'a pratiquement aucune visibilité. Parce qu'automatiquement, les gens ne regardent pas dans colocation, ils regardent dans location de logement et ils vont voir dans la ville. Petit souci, c'est que si tu ne veux pas le mettre dans colocation, tu dois le mettre dans location, mais le bon coin va te dire non, vous ne l'avez pas mis dans le bon thème, le bon endroit, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, il te le refuse dans location. Donc la petite astuce, c'est que déjà au niveau du titre, il avait mis location de chambre. Alors déjà, le titre, il fallait changer, il fallait juste mettre location et le nom de la ville. Et ensuite, juste en dessous, il y avait marqué dans l'annonce, alors si tu connais pas Le Bon Coin, en dessous tu mets l'annonce avec, tu décris un peu ton bien, tu mets les charges, le prix du loyer et tout ça, comment est-ce qu'il est exposé, et enfin bref, il avait mis le mot colocation. Je lui dis là, ensuite en bas, tu sors le mot colocation
et tu mets location de chambre. Et tu énumères les chambres avec le prix par chambre. Les gens vont très vite comprendre que c'est une colocation et tu auras beaucoup plus de lisibilité. Et ce qui fait que du jour au lendemain, il a réussi à mettre son annonce. En fait, c'est simple. Sur Le Bon Coin, c'est des robots. C'est automatiquement, ils ont réussi à tout automatiser. C'est pas quelqu'un qui va vérifier, qui juste après, quand tu vas remettre ton annonce, ils vont se rendre compte que c'était la même annonce et que du coup, ils vont te rechanger le truc. Non, c'est automatique, c'est des robots, ils n'ont pas le temps de vérifier toutes les annonces. Donc, il faut savoir que tu as juste à changer ces mots. Donc, je te rappelle, au niveau du titre, tu ne mets pas colocation ni location de chambre. Tu mets juste le nom de la ville, tu mets location, le nom de la ville. Et dans ta description, à aucun moment tu mets le mot colocation, tu mets location de chambre. Et là, ça passera, tu fais une annonce qui va droit à l'essentiel. Et ensuite, ça passera comme une lettre à la poste. Ensuite, comme plan B, tu peux expliquer à Le Bon Coin que tu n'as pas de visibilité. Nous, personnellement, on avait fait ça qu'on appelle ça, avec mes associés, qu'on a voulu acheter un théâtre. On avait fait une fausse annonce à Avignon avec une colocation et on avait beaucoup moins de visibilité que si on le mettait en location. Et ensuite, on expliquait que c'était une location de chambre dans l'annonce. Donc le petit souci, c'est que évidemment Le Bon Coin aussi te le refuse, mais si tu leur expliques que tu n'as aucune visibilité si tu mets dans cette catégorie, il faut que tu mettes dans la catégorie de location. Là, ils vont être d'accord pour te le mettre comme ça. Tu vas peut-être batailler un peu parce qu'ils ne répondent pas tout de suite et tu dois attendre 48 heures et tout. Donc, il faut vraiment que ta location ne soit pas urgente et que tu saches que tu puisses louer très vite. Donc, pour info, là, mon ami Julien, ça faisait des mois et des mois. Je crois que ça faisait genre 18 mois que son truc, il a un seul colocataire, il a l'immeuble pour lui tout seul. Donc, autant te dire que le mec, il est tranquille et il est content. Enfin bref, revenons à nos moutons. Si tu arrives à remettre ton annonce sur location en mettant que c'est une colocation et tout, que Le Bon Coin te l'accepte, si tu attends après 1 an avant de remettre ton annonce, tu vas devoir recommencer depuis le début. Donc si tu ne veux pas t'embêter, t'enlèves les mots-clés et ça passera. Et pour terminer, troisième astuce, tu peux la mettre sur Se Loger. Alors pareil, Se Loger, ils s'en foutent, mais alors ce qui est bien, c'est que tu pourras mettre beaucoup plus de photos. Petit souci, c'est que Se Loger, au jour d'aujourd'hui en tout cas, tu as beaucoup moins de visibilité. Tu en as un peu, mais tu as quand même beaucoup moins de visibilité que si tu étais sur Le Bon Coin. Voilà. Bien, maintenant que nous arrivons à la fin de ce podcast, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu n'as pas trop ressenti ma fatigue parce qu'en fait j'enregistre en fin de journée après une très très longue journée avec de multiples activités. Donc j'espère que l'on va se retrouver sur des prochains podcasts. Enfin bon, c'est certain, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr d'être là dans 15 jours. Je suis censé faire du coup tous les 15 jours les podcasts, mais là, je t'avoue qu'avec mon nouveau job, ça va me prendre évidemment beaucoup de temps. Donc c'est 35 heures, ce qui veut dire qu'il me reste du coup moi 35 heures de libre pour travailler sur l'IMO à côté et du coup les podcasts si j'ai le temps. Mais bon, c'est comme tout, il faut avoir des choses à dire et en parlant de ça, n'hésite pas, j'insiste à m'envoyer tes questions sur mon Insta, j'y répondrai vraiment avec un très grand plaisir. Et sur ce, nous arrivons bientôt à 50 minutes de podcast et avant d'en arriver là, il me reste plus qu'à te dire salut et on se revoit dans le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, @LocInvest.